Aujourd'hui, je reçois Grégoire, qui est Head of Data chez Cover. Cover, c'est une start-up belge de l'InsurTech qui a récemment déjà levé 70 millions d'euros et qui a des clients comme Revolut, Mastercard ou encore Conto. Il va nous raconter comment il a lancé le département data de Cover et on va se concentrer surtout sur son plus gros défi, à savoir comment est-ce qu'ils ont structuré leur data warehouse et modélisé leurs données. Grégoire va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont mis en place une architecture médaillon, comment ils ont rationalisé la modélisation dans le data warehouse avec DBT et pourquoi c'est crucial de travailler avec des conventions de nommage, même si ça peut paraître tout bête. Hello Grégoire, comment ça va ? Hello Caroline, ça va très bien et toi ? Très bien, merci de venir aujourd'hui sur le podcast. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'Analytics Engineering et le programme du bootcamp. Est-ce que tu peux commencer par nous en dire un peu plus sur Cover ? Cover, c'est une boîte qui a été fondée en 2016 à Bruxelles. On est actif dans l'assurance et ce qu'on fait plus exactement, c'est ce qu'on appelle de l'Embedded Insurance Orchestration. Et donc ça, c'est un terme un peu compliqué pour simplement dire qu'on est un acteur au sein de l'écosystème d'assurance et on va venir connecter des assureurs avec des boîtes qui ont besoin de produits d'assurance pour leur permettre d'ajouter une offre assurantielle à leur offre de base. Et si tu veux, on est actif selon 2 grandes verticales. Une verticale plutôt fintech, dans lesquelles on propose les produits d'assurance à des boîtes comme Conto, Revolut, qui vont proposer ce produit en plus des cartes bancaires, par exemple. Puis un autre vertical un peu plus mobilité. Et là, on a beaucoup de clients, des constructeurs de voitures électriques, où on va leur proposer de vendre un produit d'assurance quand quelqu'un achète une voiture sur leur site. Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Cover ? J'ai un parcours plutôt en recherche. Donc j'ai commencé par une thèse en physique en France. Suite à cette thèse, j'ai eu la chance de faire un post-doctorat à l'université de Gand, qui est une des grosses universités en Belgique, dans la partie flamande. Et ce post-doctorat était déjà pas mal orienté à analyse de données. Suite à ce post-doctorat, je me rends compte que la recherche, c'est pas trop mon truc, que je voulais être plus en interaction avec des équipes et de travailler sur des projets un peu moins long terme. Et donc, c'était 2015-2016, et là, c'était vraiment la vague data science. Et donc, ça a été assez facile de me reconvertir dans ce domaine, et j'ai commencé à travailler chez AXA. Alors, j'ai pas un attrait ou un intérêt particulier pour l'assurance à la base, c'est un peu plus les opportunités de la vie qui ont fait que. Je fais 2 ans de data science chez AXA. Après, je pars en conseil dans une entreprise qui s'appelle Bain, toujours en data science. Et fin 2021, j'ai envie d'avoir une expérience plus dans une start-up. Et Cover cherche quelqu'un, Head of Data. Donc, je rejoins Cover en janvier 2022. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton plus gros challenge, à savoir la structuration de votre data warehouse et aussi la modélisation de vos données. Mais est-ce qu'avant ça, tu peux nous donner un peu de contexte autour de ce challenge ? Ce qui est vraiment important chez Cover, dans l'équipe data, c'est qu'on a une spécificité qui est hyper opérationnelle. Donc contrairement à beaucoup d'autres boîtes dans lesquelles l'équipe data est plutôt une équipe de support aux autres business units, ou aux équipes métiers, comme on dit plutôt en France, voilà, qui typiquement génèrent des insights, va faire des analyses de rétention, de marketing, de choses comme ça. Chez Cover, on n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt owner, on est responsable des flux opérationnels de données vis-à-vis de nos partenaires. Et donc ça, c'est un point hyper important. Chez Cover, on a une offre de produits qui est aussi très très large. Et donc on a des problématiques plus de data avec une différence dans les sources de données qui est très importante plutôt que des problématiques de volume de données. Et c'est là où la modélisation prend tout son sens, parce que si tu veux, notre challenge qu'on doit craquer, c'est comment on fait pour avoir un data model qui est le plus simple possible, mais qui peut couvrir une plage super large de produits pour permettre une certaine scalabilité, donc un passage à l'échelle de l'entreprise, pour éviter de dupliquer les modèles de données.
Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est beaucoup autour de la qualité des données, étant donné que les données sont envoyées à l'extérieur et qu'elles sont utilisées derrière pour faire de la facturation ou de la gestion de claims. On doit avoir un niveau d'attente très élevé par rapport à ça. Et donc, quand j'ai rejoint Cover en 2022, il y avait une toute petite équipe qui avait déjà mis en place quelque chose, mais ce n'était pas une solution qui pouvait passer à l'échelle et ce n'était pas une solution dans laquelle on pouvait faire des tests facilement. Effectivement, c'est vrai que quand les données sont envoyées au client, tu as une exigence qui est vraiment supérieure, VS quand tu compares ou quand tu fais de la data pour, l'interne, en entreprise. Parce que si, quelqu'un en interne a un souci dans un dashboard, c'est quand même moins grave que si un client externe, reçoit des données fausses de facturation. Donc Ouais, tout à fait. je comprends l'enjeu. Comment tu t'y es pris pour, toute cette mise en place? Quelles ont été les étapes clés? Il y a eu 3 étapes clés. La première, ça a été la mise en place du data stack d'un point de vue plutôt technologique. Et je pense que ça a été finalement l'étape la plus facile. Donc, dans notre data stack, on suit l'approche standard avec Airbyte pour l'ingestion. Ensuite, on a DBT pour tout ce qui est transformation et on l'utilise conjointement à BigQuery. Tout notre stack est sur Google pour l'instant. La partie BI ou la partie dashboard, elle est aujourd'hui assurée par Looker. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le choix de Airbyte, dbt ou BigQuery, c'est des choix assez faciles parce que, en fait, il y a pas tellement, d'acteurs dans, ces espaces-là. Par exemple, dbt, c'est vraiment, la, go to solution en termes de data, transformation. Après, on a un peu d'autres choses comme, SQL Mesh ou Dataform, mais, le choix numéro un, ça reste dbt. Par contre, la partie difficile, ça a été le choix de l'outil de BI parce que là, on a, tout un zoo de possibilités. Et on a mis, beaucoup de temps à identifier que c'était bien Looker, qui, répondait à nos besoins. Et pourquoi c'est Looker? Parce qu'on a vraiment besoin d'une couche sémantique, et c'est, ça qui est important pour Cover pour assurer la cohérence des KPI. Et juste en termes de data stack, est-ce que vous avez aussi un orchestrateur type Airflow ou Non, pas aujourd'hui, parce qu'en fait, le orchestrateur de DBT est suffisant. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans l'introduction, on n'a pas trop des problématiques de volume de données, mais plutôt de nombre de sources de données. Et donc, ça veut dire que les tables qu'on transforme, elles sont pas très grosses. Et donc, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué sur l'orchestration. On a typiquement des jobs qui tournent 3 ou 4 fois par jour et qui rafraîchissent toutes les tables de manière incrémentale, mais le coût associé reste relativement faible et c'est une fréquence de rafraîchissement qui est suffisante pour nous. et c'est l'orchestrateur du coup de DBT Cloud? DBT OK. Cloud. OK, très bien. Le, 2e point, c'était, plutôt, l'architecture au niveau du data warehouse et là, pareil, on a, fait, relativement, classique. On utilise une architecture, médaillon. Ça consiste à découper, les, zones de stockage du data warehouse en plusieurs couches. C'est un terme qui a été introduit, par Databricks et l'idée, c'est d'avoir une couche bronze avec les données brutes, une couche argent avec les données un petit peu, nettoyées et affinées et finalement une couche gold qui expose, les données sur les applications ou, sur les délivrables. Nous, on a un peu une variante, de cette architecture-là et ce qui est vraiment important pour nous, c'est que dans notre couche gold qu'on appelle celle business chez nous, on a vraiment cet aspect MART où une table égale un délivrable, que ça soit de l'invoice, du reporting. En assurance, on a ce concept de bordereau qui permet de donner une vue sur les portefeuilles de claims ou de contrats ou un dashboard. Et ça nous permet en fait d'avoir des tests assez précis sur tous nos délivrables qui sont plus client-facing. Et cette histoire aussi de bronze, silver, gold, c'est l'équivalent un peu de staging, intermediate et mart. C'est 2 façons de dire C'est différentes, exactement mais la qui même veulent, chose. voilà. Je pense que le terme médaillon, il réfère aux médailles et c'est pour ça qu'on parle de bronze, silver et gold. Mais c'est exactement la même chose. Et donc le 3e challenge, dont tu m'avais parlé, c'était, la rationalisation des modèles, dans DBT? Voilà et donc ça, je pense que c'est, le challenge numéro un. Ça demande, vraiment un gros effort, en termes d'abstraction, des données parce que comme je l'ai dit, chez Cover, le gros challenge, c'est qu'on a des sources très, très différentes. Aujourd'hui, on a plus de 1000 modèles pour une équipe, de 6 personnes et ce qu'on veut, c'est rationaliser, combiner, standardiser et pour ça, on doit extraire, les facteurs qui sont communs aux différents produits et trouver qu'est-ce qui est commun entre un produit d'assurance voiture ou un produit, d'assurance, qui couvre, un voyage, par exemple.
Il y a des éléments qui sont communs et on va essayer de construire dessus et créer quelques tables centrales qui vont venir alimenter tous nos délivrables. On a fait un gros effort là-dessus et ça nous a permis notamment de réduire aussi très fort notre nombre de dashboards. Avant, on avait un dashboard par client, c'était difficilement maintenable. Aujourd'hui, on a un dashboard unique qui est géré en termes d'accès au niveau avec ce qu'on appelle du row level security. Donc, chaque client a accès uniquement à ses données et il y a une gouvernance qui donne l'accès à différentes parties du dashboard en fonction des besoins du client. Et en termes de maintenance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et cette histoire de row level security, donc BigQuery, il a cette fonctionnalité. Alors, BigQuery a cette fonctionnalité et Looker également. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Il suffit d'avoir une table avec une colonne qui va venir identifier, par exemple, le produit ou le nom du partner. Ce qu'on appelle partner, c'est nos clients, par exemple Revolut. Et on va créer un groupe d'users Revolut qui ne pourront accéder que aux lignes dans lesquelles la valeur du partner égale à Revolut. Donc en fait, l'idée est assez simple, mais ça permet une gouvernance assez poussée. Et donc, on a un dashboard unique qu'on expose à tout le monde. Et pour nous, en termes de maintenance, c'est vraiment un gain énorme. C'est super que vous soyez arrivé à cette solution parce que je connais pas mal d'entreprises qui ont justement ces problématiques. C'est bon à savoir qu'il y a des solutions et que certains y sont parvenus. Quelles ont été vos plus grosses difficultés en termes de modélisation? Si jamais tu peux en profiter pour nous donner quelques petits exemples et conseils pratiques. Alors, on en a eu beaucoup, hein, parce que dans l'assurance, la structure des données, elle est assez complexe et il y a une anecdote intéressante. La Bible du data modeling, c'est le livre de Kimball. Et en fait, dans le livre de Kimball, le chapitre sur l'assurance est abordé en dernier, parce qu'il s'appuie sur tous les préceptes ou concepts développés plus tôt dans le livre pour aborder ce point. Donc, c'est souvent des données qui sont assez complexes, notamment parce qu'il y a une dépendance temporelle dans le cycle de vie du produit. Donc, pour donner un exemple concret et un peu simplifié, si aujourd'hui on va acheter une glace chez son marchand, on paye la glace, l'argent est encaissé, il y a très peu de chances qu'il y ait un retour sur la glace. Alors qu'un contrat d'assurance, en fait, ça évolue dans le temps. Donc, on va avoir une première prime encaissée, peut-être après, on va ajouter des garanties. Donc, on devra reprendre ça en compte. Il faudra regarder pendant combien de temps les garanties étaient actives. Si le contrat est annulé, pareil, il faudra regarder combien de temps le contrat n'a pas été consommé. Et donc, ça amène des dynamiques assez complexes. Donc, l'assurance, en termes de modélisation, c'est quelque chose déjà qui est compliqué. Ensuite, l'idée, ou ce que j'ai constaté en venant plutôt de la data science, c'est que le cycle de vie de développement en data engineering ou analytic engineering, il est beaucoup, beaucoup plus long qu'en data science. Et le temps, c'est une ressource hyper précieuse pour les startups ou les scale-up. Et donc, il y avait toute cette idée de comment on fait pour réduire le temps de développement. Le principe de base, ou ce qui marche à tous les coups, c'est d'essayer d'amener des conventions fortes dans l'équipe à différents niveaux. Et il y a un peu cette fameuse image ou citation de Steve Jobs qui dit ben moi, je m'habille tous les jours de la même façon. Comme ça, j'aurais pas à penser à comment je dois m'habiller et je gagne 5 minutes tous les matins. Mais en fait, c'est un peu pareil chez nous. C'est-à-dire qu'on veut amener des conventions fortes pour que quand les gens passent d'un modèle à l'autre, ils comprennent directement comment ça a été organisé, comment ça a été fait, et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un temps de réflexion ou d'aller chercher dans la documentation pour comprendre la structure du modèle. Dans cette idée, ce qui est hyper important, même ça peut sembler un peu bête, c'est les conventions sur les noms, tant des colonnes que des modèles. Pour le nom des colonnes, en fait, on peut se référer à des choses assez standards dans la littérature. Et mon conseil, c'est vraiment, avant de développer un data warehouse, de se renseigner là-dessus. Parce que le coût d'une refactoring sur un data warehouse, il est hyper important. Donc, il faut essayer de faire les choses juste du premier coup. C'est des choses bêtes, hein, c'est simplement mettre les préfixes, par exemple ID ou date, toujours à la fin, et pas en avoir parfois au début, parfois à la fin. Donc, c'est-à-dire ce qu'on veut pas, c'est avoir une colonne qui s'appelle dans une table date of birth et dans une autre table birth date. Hein, c'est des choses aussi simples que ça. Et il y a aussi un effort de naming convention sur les modèles eux-mêmes. Et ce qui a bien marché chez nous, c'est d'avoir un peu une structure en entonnoir et d'organiser les folders de notre repo DBT du plus générique au plus spécifique.
Pour donner un exemple, on va avoir une première couche qui est le type de délivrable, une deuxième couche, un subfolder qui est le destinataire et une dernière couche qui va correspondre au produit. Et en fait, on va réutiliser cette structure dans le nom des modèles. Comme ça, quand quelqu'un recommence à travailler sur un modèle, il sait directement quel est le but de ce modèle et où il se place en termes de data lineage. Et ça nous a permis de gagner pas mal de temps. Et le dernier élément, c'est l'utilisation massive du CI, quoi, hein. Donc de mettre des tests automatiques pour que quand on lance quelque chose en production, on s'assure que ça soit juste. Mais quand tu dis CI, c'est les workflows, pour ceux qui connaissent pas, c'est les workflows qui se lancent automatiquement quand, on veut mettre du code, en production. Exactement, Des workflows qui vont venir tester le code et s'assurer qu'il est de bonne qualité, qu'il ne va pas casser la production, donc c'est un peu un exactement, garde-fou. exactement. Hyper intéressant parce que surtout, quand j'y pense, il y a pas mal d'outils aujourd'hui type Dust que tu vas venir brancher à ton data warehouse et aussi ces questions de nom, je pense que à terme, ça peut être bénéfique d'y faire attention parce que quand tu vas brancher des outils comme Dust à ton data warehouse, si tes colonnes sont bien nommées, tu pourras beaucoup plus facilement arriver à l'approche, LLM où les utilisateurs pourront poser des questions et du coup l'IA pourra y répondre directement parce que elle a les infos, elle a la documentation, les noms de colonnes sont clairs. Donc il y a aussi cet enjeu-là, je trouve, Ouais, à 100. Alors c'est marrant parce qu'on est en train de faire un pilote avec eux. Ça va être lancé dans les prochains jours et donc on va voir un peu ce que, ça donne. C'est vrai qu'il y a une intégration qui est assez bonne. Par exemple, on utilise déjà beaucoup, les modèles pour faire notre documentation DBT et on peut pousser cette documentation, donc la description des champs directement dans BigQuery et du coup, les agents Dust voient, les champs et leur description et normalement ça devrait pas mal les aider, ouais. curieuse d'avoir ton feedback, Bah, la ouais, prochaine fois qu'on se voit. avec plaisir. Est-ce que maintenant tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous êtes organisé dans ton équipe data? Notamment quel type de profil et combien vous êtes? Vous êtes 6. On est 6 aujourd'hui, dans l'équipe, ça fluctue un peu. On a, des profils, assez variés, donc on a des gens qui, se sont reconvertis dans la data. Il y a des gens qui ont plus, des profils, type engineering, à la base et on est plutôt tous full stack. Donc moi je implémente un peu moins, à présent, mais le reste de l'équipe est full stack. Il y a bien sûr un peu des préférences. Donc on a une personne qui est plus présente sur la partie data engineering. On a une autre personne qui est présente plus sur la partie Looker. Mais étant donné qu'on gère des pipelines qui sont des pipelines de production, il faut qu'on soit tous suffisamment full stack pour pouvoir intervenir si quelque chose ne va pas. Quelles sont les prochaines étapes de l'équipe data? Alors pour nous, là, le but à l'horizon 1 ou 2 ans, c'est d'amener une approche un peu self-service. Alors je dis pas analytique parce qu'on fait plus qu'analytique, on a beaucoup vraiment d'échanges de données plus granulaires, mais une approche self-service avec nos partenaires externes. Donc on l'a déjà mis en place, de manière assez fructueuse, via Looker en interne et là, en fait, on veut faire la même chose de manière externe et on veut exposer, hein, sous la forme d'API ou autre, nos données pour qu'elles puissent être consommées, par, nos stakeholders externes. Pourquoi c'est si important pour nous? Parce que dans l'assurance, chaque acteur a un peu ses formats spécifiques et aujourd'hui, c'est quelque chose, qu'on traite en interne et qui, demande pas mal de temps et d'énergie. Donc c'est quelque chose qui peut difficilement passer à l'échelle. Donc ce qu'on veut mettre en place, c'est peut-être des endpoints, si on utilise des API qui, permettront d'aller consommer nos données, soit granulaires, soit les KPI et donc pour que, ça fonctionne, il faut qu'on soit irréprochable en termes de data quality. Il faut qu'on ait une documentation hyper précise, parce qu'il y a plein de subtilités dans l'assurance, comment, on définit des revenus, comment on définit des primes qui, sont complexes et il faut aussi, qu'on continue à pousser sur l'aspect software engineering. Comment on fait, quand il y a une modification des données? On doit mettre en place un changelog, ça doit être communiqué en amont pour être sûr que ça casse pas quelque chose chez les partenaires. Il faut qu'on ait des tests end-to-end où dès qu'il y a un changement dans le data warehouse, on puisse contrôler qu'il n'y ait aucun asset qui soit affecté ou si ça l'est, être au courant. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, le gros challenge à l'horizon 1 an ou 2 et c'est nécessaire pour, nous, passer à l'échelle et pouvoir lancer des projets, beaucoup plus, rapidement. Beaucoup de choses à venir donc, pour l'équipe Exactement. data chez Cover. Merci Grégoire. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Alors, oui, j'en ai une et voilà, c'est un petit, clin d'œil, à un, copain à moi qui s'appelle, Mehdi. Donc on s'est rencontrés, chez AXA. Aujourd'hui, il travaille comme,
DevRel, c'est des gens qui font la promotion un peu des produits chez Moverduck. Il a lancé sa chaîne qui s'appelle medi.io.tv sur YouTube. Il publie pas mal de contenu sur LinkedIn également. Je trouve que c'est du contenu de grande qualité, hyper bien réalisé, avec un fond technique mais aussi beaucoup d'humour. Je conseille vivement d'aller voir ce que fait Mehdi. S'il y a de l'humour en plus, c'est parfait. Bah, on va mettre le lien en description de l'épisode. Et donc, dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est un conseil plus sur tout ce qui est la partie soft skill qu'un conseil technique. Et en fait, je me souviens d'avoir assisté à un pitch de quelqu'un assez haut placé dans une entreprise de télécommunications belge. Et cette personne disait qu'en entreprise, c'était hyper important de toujours partir du principe que nos interlocuteurs avaient des bonnes intentions. Et ça m'aide beaucoup au quotidien, notamment quand on doit gérer les différentes équipes qui ont des objectifs qui ne sont pas toujours alignés aux siens et simplement garder en tête que tout le monde veut la réussite de l'entreprise et ça permet souvent de mettre un peu les choses en perspective et de travailler plus facilement avec nos différents partenaires. C'est ça, oui, personne se lève le matin en se disant qu'il veut. Voilà, nous embêter ou rajouter encore une couche de travail à tout ce qu'on a déjà. Sur ce dernier conseil, merci Grégoire d'être venu ici dans le podcast, représenter la Belgique et nous faire cette masterclass sur la modélisation. Je pense vraiment que tous tes conseils vont aider pas mal d'entreprises ou de personnes dans leur travail. Donc c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, c'était super. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 40 chantiers data et IA à lancer en 2025. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs prochaines étapes, les prochains projets qu'ils vont lancer. On les a centralisés dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.